Je suis trop fière. Everest Lhotse, back to back. Je suis trop fière. L'Everest, c'était mon rêve, comme vous le savez depuis toujours. Et je l'ai réalisé, alhamdoulilah, je suis très fière. Le Lhotse, qui est super difficile et très long, ça, c'est de la performance. Et j'ai un message à tous les jeunes Marocains et à tous les jeunes, de façon générale. N'attendez pas d'avoir les moyens pour pouvoir réaliser vos rêves. La preuve, c'est ce sommet. Pendant que je voyais les portes fermées et que je voyais de la difficulté pour l'Everest, j'ai continué à me battre, j'ai continué à rêver, j'ai continué à m'entraîner. J'ai tout fait. J'ai pas baissé les bras. Il était hors de question que je puisse arriver au jour où je fasse l'Everest, mais que je ne fasse pas le Lhotse. Ça, c'est fierté pour moi. Première femme marocaine dans le monde à l'avoir réalisé. Je suis trop fière. Je suis trop. Battez-vous, rêvez grand. Laissez personne dénigrer vos rêves. Allez jusqu'au bout. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci ma famille. Merci mes proches. Merci Sydney Allah ينصرك. الله يطول عمرك. toujours offrir pour pouvoir faire rêver, réaliser les rêves des jeunes. Alors, Khalba, faites-le. Vous avez la possibilité. Faites-le, battez-vous. Ça peut prendre 10 ans, mais faites-le. Dima Mghreb. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu émue, je le suis toujours. Pour moi, c'est assez récent. Cette consécration, alhamdoulilah, c'est un rêve que j'ai depuis 2013. Mais avant de rentrer dans les détails de ce parcours qui a été assez compliqué, qui a été semé d'embûches, avec beaucoup d'obstacles, je tiens à vous parler d'une idée. Et pour mettre le point dessus, on admire tous les résultats précis, un chiffre précis, une médaille. À chaque fois, on s'arrête seulement à ce résultat-là, car on le considère comme une finalité. Mais c'est loin d'être le cas. Les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière, l'envers du décor, qui est encore plus important que le résultat en lui-même, parce qu'il nous fait grandir, il nous fait avancer, et il nous donne de l'espoir. Mais c'est aussi, lorsque c'est un résultat qui est satisfaisant pour l'individu, c'est une exigence encore plus forte qui renaît, c'est encore plus d'ambition. Et ça, c'est ce qui fait de vous les personnes capables de réaliser n'importe quel défi. Je vais revenir un petit peu sur mon parcours pour que vous puissiez comprendre que j'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, je les assume pleinement. J'ai un peu trop cru en moi. J'étais sûre qu'avec les études que j'ai pu faire, avec les postes à responsabilité que j'ai pu avoir, j'allais mener à bien et très rapidement ce projet-là. Je suis née, j'ai grandi à Casablanca. J'ai fait mon collège, mon lycée ici. Et puis après, c'était une suite logique, partir à l'étranger, faire mes études. J'ai obtenu une licence en information et communication, un master 1 en marque, réputation d'entreprise et médias, ainsi qu'un master 2 en stratégie, management et création d'entreprise. Par la suite, j'ai travaillé dans une agence de communication à Paris. Pour moi, ça y est, c'était prestigieux. Donc, le chemin, le parcours était clair et bien ficelé. Par la suite, il y a eu l'appel du Maroc, mon pays, car je ne me sentais plus vraiment chez moi lorsque je vivais en France. Et bien sûr, c'était principalement pour être proche de ma famille et découvrir aussi comment évoluait le Maroc, étant donné que je n'y habitais plus pendant 8 ans. Lorsque je suis rentrée, au bout d'1 mois, j'ai trouvé du travail. Ça s'est fait très rapidement et j'ai été attirée, et je l'assume, le salaire qui était incroyable, des missions très intéressantes
et surtout une discipline de la communication qui avait attisé ma curiosité depuis un moment et que je voulais vraiment apprendre à connaître. Donc j'ai travaillé pendant 3-4 ans avant de réaliser le mal-être que j'avais et que j'accumulais sans qu'on me dise quoi que ce soit, sans que je ressente quoi que ce soit. Et je peux vous assurer que ce n'est que maintenant, quand je regarde des photos de moi d'avant, je ne réalisais pas que j'étais anorexique, je ne réalisais pas que j'avais un mal-être, je ne réalisais pas que mes yeux étaient parlants, mais j'ai réalisé surtout que j'ai fait beaucoup souffrir mes proches. Et pour moi, ça, c'est inconcevable. J'ai continué à avoir des missions très intéressantes, dans la communication toujours. Et il faut savoir qu'en parallèle, j'ai toujours été sportive, depuis mon plus jeune âge. J'ai vraiment touché à tout. Volleyball, que j'ai poursuivi dans mes études supérieures, basket, foot, badminton, la course à pied. Et la course à pied, ça a été la révélation pour moi. J'ai couru mon premier 5 km à l'âge de 11 ans. Et la première fois où je l'ai couru, j'ai fini à l'hôpital. Parce que je ne m'étais pas organisée, je ne savais pas comment ça se passait. Pour moi, mes parents voulaient que je cours, je vais courir et je vais voir avec mes camarades comment ça va se passer. L'année d'après, la graine de l'ambition, on va dire, et du fait de ne pas baisser les bras était déjà là. Mes parents étaient derrière en me disant « tu vas refaire la même course, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'hôpital. On veut que tu arrives et que tu sois en pleine forme. » Donc là, c'était l'équipement qui correspondait le mieux. C'était la nutrition qui était bien cadrée. Et j'ai réussi, et j'en étais très fière, à 11 ans. Donc par la suite, j'ai vraiment maintenu, même en étant en poste, la course à pied. Les 10K, les 15K, les semi-marathons, à droite à gauche, je les enchaînais. J'avais une année où vraiment, même mes genoux étaient en train de pleurer. Et à un moment donné, je voyais que la course à pied ne m'apportait plus cette sérénité que je cherchais. Parce que moi, la course à pied, je la considérais comme une échappatoire positive. Et ça me permettait de déstresser avec la pression que j'avais au boulot. À ce moment-là, je comprenais enfin que j'étais dans le mal le plus absolu. Et ça se répercutait non seulement sur ma santé mentale, mais sur mon travail. Et je suis une personne très carrée au niveau du travail, très productive, et je ne l'étais plus. Et c'est à ce moment-là que l'on m'a proposé quelque chose de nouveau. Et ça a été, Nawal, viens gravir le Toubkal. Et c'est assez drôle parce que là, je suis complètement amoureuse de la montagne et ce que je fais. Et bien, figurez-vous qu'à l'époque, la phrase que j'avais sortie, c'était « mais qu'est-ce que je vais aller faire en montagne? Je vais m'ennuyer, c'est pas possible. » Non, vas-y, on va y aller. J'y suis allée et là, ça a été le grand déclic pour moi. Et ce n'est pas tant par rapport au fait d'être arrivée au sommet. Pas du tout. C'est le déclic qu'il y a eu, c'est la connaissance de mes capacités de développement. Ça a été un enseignement riche en développement personnel incroyable. Je me suis reconnectée à la vraie Nawal, la Nawal combative, la Nawal qui ne baisse jamais les bras, qui se donne les moyens pour pouvoir arriver à quelque chose. Et cette Nawal-là, je l'avais perdue depuis quelques années. Et par la suite, je me suis dit, bon, on m'a à nouveau proposé, 3 semaines plus tard, le Kilimandjaro. Je suis partie faire le Kilimandjaro. Il faut savoir qu'avant, je me disais, si tu réussis le Kilimandjaro, et si surtout tu ressens encore ce bien-être que t'a apporté la montagne et ce réalignement que tu as pu avoir et que tu recherchais depuis longtemps, on va s'attaquer au plus grand sommet du monde. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Par la suite, j'ai pris la plus grande décision et la plus dure de toute ma vie. Mettre entre parenthèses ma carrière professionnelle, et comme beaucoup aiment appeler ça la zone de confort, j'aime pas trop ce terme-là, pour pouvoir me consacrer justement à l'ascension des plus hautes montagnes du monde. Ça a été très très difficile pour moi, pas par rapport à l'aspect sportif, non, ça c'est de la discipline, et j'y reviendrai, mais principalement, il fallait convaincre mes parents. J'ai un certain confort, ils ont investi en moi, et ils ont investi financièrement, ils ont investi du temps pour que je puisse être dans les meilleures écoles, que je puisse mener comme je le souhaite mon train de vie, qui était assez élevé. Et il fallait les convaincre que j'étais capable de gérer ce projet-là, les ascensions des 7 plus hautes montagnes du monde, même si je suis sortie carrément de ce projet, et que j'allais pouvoir le marketer moi-même, gérer le RP,
et le financer aussi. Le financement passait par du sponsoring. Et ça, je ne considérais pas ça comme un stress, je considérais ça comme un défi dont j'étais capable. Au début, je vous avais dit, j'ai eu une perception de moi-même un peu surévaluée au début, où je me disais, écoute, la gestion de projet, c'est ton fort, tu vas le faire facilement. Et ce projet des 7 sommets était initialement prévu en 1 an. Mais le bon Dieu en a décidé autrement. Et j'ai dû justement accepter ça. Donc déjà, j'ai débuté ce projet-là dans la difficulté, dans les obstacles, trouver des sponsors. J'ai réussi à en trouver un. Et puis par la suite, il y a eu le Covid. Donc le Covid, ça a été vraiment le choc pour moi. Les frontières sont fermées, il n'y a plus possibilité d'aller à l'étranger. Qu'est-ce que je fais? J'en ai profité pour découvrir mon pays. Et c'est là où j'ai gravi les 9 plus hauts sommets du Maroc de plus de 4000 mètres en 5 jours. Ça a été de la performance pour moi et ça a été de la discipline. Parce que j'avais une certaine vision. Et cette vision-là de mon projet, elle était claire. Mais je la peaufinais avec l'expérience que j'avais lors de chaque expédition. Lorsque je gravis une montagne, aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne cherche pas à ce qu'on m'applaudisse à chaque fois. Bravo, c'est magnifique, c'est génial. Toutes les conférences que je fais aujourd'hui, je choisis de parler de l'envers du décor. C'est ça qui fait de moi la personne qui est capable de gravir des sommets vertigineux, des sommets difficiles, et surtout la personne qui est capable d'accepter, de renoncer, d'accepter de ne pas arriver au sommet, mais d'en tirer un apprentissage énorme qui va pouvoir justement m'aider par la suite. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens ils me demandent quel est le plus grand sommet que tu as fait? Oui, d'un point de vue altitude, c'est l'Everest. Mais le plus grand sommet, ça a été un sommet intérieur. Ça a été un sommet qui m'a bouleversée et qui m'a confortée dans le fait que j'étais sur la bonne voie et que je n'avais pas à renoncer à ce projet-là. J'avais des difficultés à trouver des sponsors. Des sponsors m'ont laissé tomber. D'autres me laissaient en vue. Des gens que je connais personnellement depuis des années et des années n'ont pas été là pour moi. J'ai vraiment vécu des déceptions, des désillusions, un ascenseur émotionnel catastrophique, mais pourtant ma vision était toujours là. Et j'ai décidé de me consacrer à la développer et de me donner tous les moyens de m'ouvrir moi-même les portes. Parce que même lorsqu'une porte est fermée, ça reste une porte, sa clé, elle est existante, il faut l'ouvrir. Mais même si ça prend du temps, je vais chercher cette clé pour l'ouvrir et apprécier à ce moment-là, ce moment où je vais réussir ce sommet-là. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant arriver au sommet, c'est vraiment de quoi vous êtes capable sur le chemin. Et qu'est-ce que vous avez appris? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, que ce soit gravir une montagne ou même dans d'autres domaines. On le voit très bien, il y a des gens, ils gravissent une montagne, c'est la recherche de l'ego, la recherche de la notoriété, il y a la facilité, mais après, lorsque tu discutes avec cette personne-là, il n'y a pas d'apprentissage. Il y a juste du « oui, je suis arrivé au sommet ». Il n'y a rien du tout derrière qui va leur permettre justement d'exceller. Et bien, figurez-vous que ce mindset-là ne fonctionne pas sur le long terme en montagne. Et je suis convaincue que c'est exactement la même chose, que ce soit en entreprise, que ce soit dans l'associatif, peu importe le domaine. Le parcours est beaucoup plus intéressant. Et j'ai envie de pointer un exemple précis, qui est le Manaslu. Pour celles et ceux qui ont pu me suivre, ils savent à quel point ça a été vraiment très marquant pour moi. Le Manaslu culmine à 8163 mètres d'altitude. C'est mon premier 8000 mètres. J'ai souhaité justement le gravir pour pouvoir me préparer à l'Everest. L'Everest qui est mon rêve. J'avais fait le camp de base du côté tibétain en 2013. J'étais étudiante à ce moment-là. Rien ne me destinait à faire de l'alpinisme, mais la graine était déjà dans ma tête. Et lorsque j'ai découvert le projet, je targetais l'Everest, donc le Manaslu. Le Manaslu a été une expérience incroyable, mais c'était la saison la plus dangereuse de l'histoire du Manaslu. Des morts, beaucoup de blessés. J'en ai vu des gens mourir devant moi. Et moi-même, en étant sûre de gravir ce sommet-là, avant même d'avoir fini cette pensée où on partait pour le summit push, c'est aller directement vers le sommet, et on a été coincé dans une avalanche. Et je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, et je me suis dit, c'est dommage, je suis encore un peu jeune quand même, je n'ai pas vécu beaucoup de choses. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ça aussi, c'est un mindset sur lequel je travaille. Ma préparation, ce n'est pas juste la préparation physique.
C'est la préparation mentale. Et c'est ce qui fait justement que j'arrive à rebondir à chaque fois. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je suis tombée, le nombre de fois où j'ai pleuré, le nombre de fois où j'ai craqué, le nombre de fois où j'ai voulu renoncer, où j'ai dit j'arrête. Et on m'a même donné des raisons de quitter tout ça, mais je ne l'ai jamais fait. Encore une fois, c'est la vision. Elle était claire. Et avec l'expérience, elle était de plus en plus ambitieuse. Le Manaslu, tout le groupe avec qui j'étais, lorsqu'on a retenté, mais c'était terminé, on s'est arrêté à 7000 mètres d'altitude, tout le monde était déçu. Tout le monde était énervé, c'est beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et tout le monde se disait, non, c'est pas normal, on aurait dû continuer, c'est pas possible. Et en fait, moi j'avais un grand sourire et j'étais très très fière de moi et très très contente. Pourquoi? Parce que j'avais appris énormément, que ce soit sur la technicité du terrain, avec des entraînements sur glacier, des pentes différentes, des treks à haute altitude autour, mais également d'un point de vue humain, parce que ce que je fais, ce n'est pas seulement une aventure sportive, c'est une aventure humaine, j'en apprends beaucoup. J'en apprends beaucoup sur les gens et j'en apprends beaucoup sur moi-même. Et ma capacité à m'adapter et surtout à ma capacité à rester digne, fière, comme une Marocaine et représenter le Maroc comme il se doit. Et ça, c'était très important pour moi. Donc tout ça, ça joue. Le relationnel est tout aussi important. J'étais très heureuse et d'ailleurs l'équipe me l'a dit. On me dit mais tu étais contente, tu étais heureuse. C'est ce qui a fait que l'année d'après, j'ai décidé de retenter le Manaslu. Et j'ai réussi, alhamdoulilah, et je suis la première femme, et je suis fière de le dire, marocaine dans le monde à l'avoir réussi. Ça, c'est une très très grande fierté pour moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas abandonné, parce que je me suis donné les moyens pour pouvoir y aller. En sachant que pendant cette période-là, pendant que je gravissais ce sommet-là, il y avait le séisme d'El Haouz, et je n'étais pas au courant. Et quand je l'ai appris, je n'avais pas de nouvelles de mes proches pendant 48 heures. Donc, c'est vraiment un mindset qui fait que on arrive à avancer. C'est clair que ça m'a ouvert des portes. L'Everest était là, il s'approchait. Sauf que le combat qu'il y a derrière, il était de plus en plus dur. L'Everest est un chemin très très long. C'est 1 mois et demi d'expédition minimum. C'est un coût énorme. Pour pouvoir le financer, comment je fais? Il faut toquer à toutes les portes. Et chaque année, je voyais l'Everest me passer devant les yeux. Je me disais, c'est mon rêve, j'ai une histoire, j'ai une belle histoire derrière. Je suis très fière, il y a des Marocains qui l'ont fait. Mais j'ai une histoire avec cette expédition-là, précisément. Et lorsque je sentais que ça approchait, vraiment, je le sentais deep inside. Je me disais, Nawal, tu vas te rendre fière encore plus, parce que là, regarde tout le chemin semé d'embûches et d'obstacles que tu as pu mener jusqu'à présent. Rajoute-toi une autre difficulté. Et c'est là où j'ai pensé au Lhotse. Et le Lhotse, croyez-moi, il a fait sortir la rage que j'avais en moi depuis des années, mais ça a été une expérience incroyable. Donc aujourd'hui, lorsque je vois ce parcours-là, pour moi, ce n'est pas une finalité. Ok, j'ai fait l'Everest et le Lhotse. C'était incroyablement dur, ça a été incroyablement challengeant, surtout mentalement. Mais là, ça me donne encore plus de force, plus de courage et un mindset encore plus fort pour pouvoir continuer à aller encore plus loin. Et la preuve est la photo avec Sa Majesté, si on peut la mettre. Cette photo-là, pour moi, c'est ma plus grande fierté, c'est le Graal absolu, c'est le rêve de tout Marocain. Mais cette photo-là, pour moi, c'est pas juste félicitations, Nawal, t'as fait l'Everest ou le Lhotse. Ça récompense la détermination, ça récompense la transformation qui a opéré tout au long de mon parcours. Merci beaucoup.